Le monde évolue, les TI évoluent, vos organisations évoluent et ça crée des nouvelles demandes, des nouveaux besoins. 30% des clients ont du Managed Detect and Response en 2023 l'année passée. D'ici la fin 2025, 60% des clients vont avoir ces capacités-là. Advenant le cas où il y a une brèche, combien de temps ça vous prendrait pour restaurer votre AD? How we can build a privacy program from the bottom up in conjunction with your data governance program, which is part of your data protection program. Stéphane Hamel, je fais de la consultation. Je suis chargé de cours également à l'Université Laval, l'Université de Calgary. Mes intérêts touchent énormément marketing, vie privée, loi 25 et compagnie. Et évidemment, intelligence artificielle, qui ne parle pas d'intelligence artificielle ces temps-ci. En fait, dès que ChatGPT est sorti, moi, je me suis mis à dire à mes étudiants, ben, allez-y, utilisez l'intelligence artificielle parce que ça va être une expertise qui va être demandée sur le marché du travail. Ça fait aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien entre tous ces éléments-là. Je vais basculer des fois vers des éléments qui sont plus personnels et des fois vers des éléments qui sont plus côté business. Puis évidemment, je vais demander votre participation là-dedans. Je pense qu'un parallèle qu'on peut faire qui est intéressant, c'est si on recule juste de v'là 100 ans, c'est drôle parce que je suis en train de magasiner une maison qui a 150 ans. Fait que si on recule de v'là 100 ans, on était là. On était avec des usines qui fabriquaient des ampoules. 100 ans plus tard, on parle d'intelligence artificielle, puis de robotique, puis d'un paquet de choses. Fait que, autant il y a eu des craintes il y a 100 ans sur « Hey, l'électricité, c'est dangereux ». Puis effectivement, il y a du monde qui se sont électrocutés puis en sont morts. Mais, ça c'est un détail, on a évolué. Ça a transformé les business. Il y a eu de la résistance, il y a eu des craintes. Fait qu'on va toucher un petit peu à tous ces éléments-là. Avez-vous des comptes LinkedIn? Pas mal tout le monde. Avez-vous vu ça passer? Ouais, il y en a beaucoup qui l'ont désactivé. C'est un super bel exemple de ce qui se passe en ce moment. C'est intelligence artificielle à toutes les sauces. Et évidemment, ben, les grands joueurs se donnent le droit de dire « Hey, vous avez créé du compte. » Je pense que j'ai mon compte LinkedIn, mon profil LinkedIn, je pense que ça fait 20 ans qu'il existe. Là. Au début de LinkedIn, j'ai créé mon compte. Ben là, ils se sont donné le droit de prendre 20 ans de contenu que j'ai créé dans un but spécifique. Et se sont donné le droit de dire « Hey, du data gratuit, on va prendre ça, nous autres. » C'est un super bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, il est trop tard parce que là, même si je le mets à off, ils ont déjà fait l'entraînement avec tous mes renseignements, toutes mes communications, tout ça. Et notez bien que ça dit aussi qu'ils vont le partager avec des partenaires. Mais c'est qui ces partenaires-là? Aucune idée. C'est pour combien de temps qu'ils vont partager ça? On ne sait pas. C'est un bel exemple du concept Privacy by Design and by Default qu'il ne faut pas faire. C'est arrivé tout d'un... Puis probablement qu'ils vont se faire poursuivre aussi parce que, en fait, en Europe, ils n'ont pas activé ça, ils n'ont pas mis ça parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient fait ça en Europe, ils se seraient fait poursuivre. Mais nous autres, pauvres petits Canadiens, ben, ah ouais, le bar est ouvert, puis servez-vous comme vous voulez. Je l'ai laissé actif. J'aime pas ce que LinkedIn a fait. Mais ça fait 20 ans que je partage mes connaissances. Ça fait 20 ans que j'enseigne depuis 15 ans, en plus de la consultation. Je veux que mes idées, mes connaissances soient partagées. Fait que dans mon cas, finalement, j'ai décidé de le laisser là. Si on parle d'intelligence artificielle à main levée, c'est-tu quelque chose que vous voyez comme « Oh yes, ça va être le fun, on a des opportunités, ça va nous aider dans notre business » ou bien vous dites plutôt « Ah, pas un autre patente à gosse qui va nous distraire de nos priorités. » Fait qui voit ça comme plus positif dans vos jobs? OK.
c'est partagé. Hein? C'est quasiment 50-50. Qu'est-ce que ça va amener de positif? Ben, en fait, c'est inévitable. Si vous utilisez déjà n'importe quel outil Microsoft là, de la suite Office, là, Copilot est pas mal déjà là. Si vous pensez à n'importe quelle de vos tâches, probablement qu'un genre de chat GPT ou un des nombreux autres pourrait vous aider dans vos tâches. C'est quoi la vie privée? La vie privée, c'est tout simplement le droit de choisir. C'est le droit de dire oui, je veux partager, oui, je le veux. C'est comme quasiment un mariage. Là. Il y a une question de confiance là-dedans. Oui, je le veux ou je le veux pas. J'ai le contrôle dessus et il n'y a pas d'interférence. Donc, tout l'opposé de ce que LinkedIn a fait, en fait. Et l'opposé des Facebook et compagnie là, qui exploitent en masse toutes les données qu'on a. Vous avez entendu parler de la loi 25. En ce moment, la plupart des entreprises, en fait, je dirais probablement toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant, ont une approche de conformité légale. Ce qu'ils disent, c'est, OK, là, il y a cette de loi 25, on n'a pas le choix. On n'avait pas prévu ça, mais c'était genre 4 ans, 5 ans que ça se parle, mais là, on est rendu à la dernière étape, c'est 3 ans, là. On est rendu à la dernière étape, mais on n'avait pas prévu ça. Puis là, il faut faire quelque chose. Fait que ce qu'on fait, c'est de la gestion de risque. Pareil comme en cybersécurité. Maintenant, on met les choses en balance, puis on dit, c'est quoi les probabilités que je me fasse prendre? C'est quoi les probabilités que parce que j'ai pas des bonnes pratiques au niveau de la protection des renseignements personnels puis de la vie privée, que la Commission d'accès à l'information vienne puis me tape sur les doigts puis dise « Toi, là, tu vas payer une pénalité. » En ce moment, je vous le dis, c'est à peu près 0. Il n'y en a pas. Sauf que préparez-vous parce qu'il va y avoir des cas qui vont sortir, qui vont être des espèces de références, probablement qui vont aller vers les plus gros poissons en premier, mais ça va sortir. Mais ça, c'est une façon, puis évidemment, moi, en tant que advocate, là, je cherche le mot en français, en tant que personne qui fait la promotion de la vie privée, j'aime pas ça, ce genre de choses-là, parce que c'est une dépense, c'est du trouble. Ce que j'aime bien mieux, c'est de revenir à la base, revenir au principe de protection de la vie privée et de voir ça comme une opportunité. Ça devient un investissement, ça devient une valeur pour la marque, ça devient une valeur pour l'entreprise. Comme aujourd'hui, là, on peut penser à des entreprises qui ont une bonne réputation au niveau de l'environnement, au niveau de la gestion des employés, qui sont juste des bons citoyens corporatifs. Bien, nous, comme consommateurs, là, à un moment donné, on va avoir le choix de faire affaire avec une business qui a une super mauvaise réputation et qui a des fuites de données une en arrière de l'autre, ou de faire affaire avec une business qui a une super de bonne réputation, qui fait attention à la cybersécurité, qui a mis les choses en place, qui a éduqué ses employés, et ainsi de suite. À long terme, qui va gagner, vous pensez? C'est clair que ça va devenir une image, un élément de plus dans la valeur de marque. Puis j'enseigne le marketing, donc c'est un élément important. Je parlais de revenir aux principes de base. Toutes les lois qui touchent la vie privée sont basées sur ces principes-là. Je n'irai pas dedans. C'est les Generally Accepted Privacy Principles. Il y a quelqu'un qui a parlé de NIST. Ça se retrouve là-dedans aussi. Et toutes les lois sont basées sur ces principes-là. Plus un autre principe qui est à l'origine qui est canadien, qui est le Privacy by Design and by Default. Donc, la plupart des lois introduisent aussi un élément que, par défaut, si on ne fait rien, on est supposé avoir le plus haut degré de privacy qui est possible. Donc, encore une fois, contrairement à l'opposé de ce que LinkedIn a fait. Okay. Donc, Privacy by Design and by Default, ça veut dire que il y a déjà une loi anti-spam au Canada. Si je n'ai pas fait un opt-in à un email, je ne suis pas supposé recevoir des emails de campagne de marketing et de promotion. Il y a déjà une loi qui encadre ça. On a déjà une loi canadienne qui s'appelle PIPEDA, qui a été créée au début des années 2000, qui est pas mal obsolète et qui va être remplacée par la loi C-27. Je vais revenir là-dessus. Donc,
on regarde souvent l'Europe en ce moment comme étant l'espèce de référence de facto là, en ce qui concerne la protection de la vie privée. Ils ont quelques années d'avance sur nous autres. La loi 25 est venue comme rattraper ce que le RGPD ou GDPR en Europe fait depuis déjà plusieurs années. Même en Europe aussi, ça a pris du temps avec les entreprises se mettent à se conformer parce qu'eux autres aussi se disaient bon, les risques qu'on se fasse prendre ne sont pas bien grands. Mais là, ça a changé. Les entreprises se sont mis à niveau. Et by the way, si vous faites affaire en Europe, la loi RGPD s'applique à vous autres aussi. Dès que vous faites une activité de vente, de marketing, de service à la clientèle qui touche des citoyens européens, cette loi-là est extraterritoriale, elle s'applique à vous autres. Et d'autres lois, entre autres, il y a la loi en Californie qui s'applique aussi si vous faites affaire là-bas, puis ainsi de suite. Le côté positif, c'est que, étant donné que le RGPD a quelques années d'avance sur nous autres, ben là, la loi 25 au Québec vient rattraper, dans le fond, ce qui se faisait déjà en Europe. Et le C27, même affaire. Ça va venir rattraper ce qui se fait déjà depuis longtemps. C'est regardez ce qui se passe au niveau du RGPD, puis dites-vous, c'est ça, ça va être essentiellement la même chose. Okay? Oui, dans l'application de la loi, ça va être différent, mais au niveau des principes, c'est la même affaire. Donc, le GDPR en Europe, depuis 1998, qui sont là, ils ont là, on va tomber plus dans l'intelligence artificielle, ils ont un AI Act qui est tout nouveau. Et encore une fois, en Europe, les entreprises se disent bon, on n'est pas vraiment prêt, on n'a pas adressé ça, mais ce que ça touche, le AI Act, c'est tous les algorithmes qui sont automatisés. Que ce soit AI ou pas, ça a peu d'importance. À partir du moment où il y a un algorithme qui prend des décisions, qui peuvent... Je vais revenir aussi sur les niveaux d'impact de l'intelligence artificielle, ça peut tomber là-dedans. Au niveau des États-Unis, c'est le bordel, pour bien des raisons. Je ne parlerai pas des élections, mais c'est le bordel parce que chaque État est en train de promulguer des lois qui varient énormément, mais de façon générale, c'est des lois qui sont beaucoup plus des opt-out que des opt-in. Donc, ça ne respecte pas un des principes, qui est le consentement éclairé, volontaire, sans influence aussi, tout ça. Donc, aux États-Unis, souvent, puis on baigne dans un univers nord-américain, donc souvent, on est impacté là, par la culture américaine qui est « Regarde, je prends tout ce que je peux, puis si tu n'es pas content, tu me le diras. » Sauf qu'il est trop tard, tu l'as déjà pris. Et il y a un Algorithmic Accountability Act qui est pas encore c'est une loi fédérale. Il y a très peu de chances que ça passe. En tout cas, il y a tellement de lobbying qu'il y a très peu de chances que ça passe. Ça passera pas avant les élections, c'est sûr. Mais qui viendrait superviser le côté AI au niveau fédéral. Mais on est loin de ça encore. Au niveau canadien, je parlais de PIPEDA, qui a été créé en l'an 2000. En fait, qui a été mise en application à partir de l'an 2000. C'était une loi qui était pionnière à l'époque. Là, ça devrait être remplacé par C27, mais ça fait déjà 2 ans qu'il y a plein de politicailleries, puis il y a des élections, puis ça fait que c'est retardé, tout ça. Fait que pendant ce temps-là, on est pris, entre guillemets, avec une vieille loi qui fait que le commissaire à la vie privée du Canada ne peut pas imposer des pénalités. Il peut juste dire « mauvais garçon ». T'aurais pas dû faire ça, c'est tout. Fait que ça va être une autre cour qui va devenir, qui va imposer des pénalités, mais c'est très, très, très rare dans l'histoire là, qu'il y a des compagnies qui se sont vraiment fait imposer des pénalités. Et bon, ben au Québec, on a cette merveilleuse loi. Je vous laisse le lire, mais on va résumer ça, c'est la loi 25. Okay. Et C27. C27, ça, c'est le nom de la loi C27. OK? Checker à la face, là. Mais dans ça, il y a 3 lois essentielles. Puis une de ceux-là, c'est la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Donc, c'est essentiellement ce qui remplace PIPEDA, mais qui vient toucher à l'intelligence artificielle aussi. C27, en résumé, qu'est-ce que c'est?
3 objectifs, ça touche ce qui a une incidence élevée. Puis là, il faut savoir c'est quoi une incidence élevée. Bien, une incidence élevée, c'est tout ce qui va toucher ou qui pourrait causer un préjudice au niveau de l'emploi, la biométrie, reconnaissance faciale et ainsi de suite. Là. La santé, influencer le comportement à grande échelle. Là, ici, là, ils viennent carrément cibler les médias sociaux. C'est clair. Responsabilité, bon, évidemment, prévenir les préjudices, protéger les droits des personnes, pareil comme tout ce qui est indépendamment de l'intelligence artificielle, là, mais tout ce qui touche la protection de la vie privée, et trouver un équilibre entre le fait d'imposer des lois qui, souvent, c'est perçu comme ouais, c'est un frein à l'innovation, ouais, c'est des dépenses pour les compagnies, c'est du trouble, c'est une affaire de plus qu'il faut s'occuper. Puis là, le gouvernement va demander des preuves, puis des rapports, puis des ci, puis des ça, versus la confiance du public, justement que s'il arrive une affaire comme un LinkedIn, qu'on n'a pas confiance, par réflexe, qu'est-ce qu'on fait? On le met à off. Parce qu'on dit, hey, toi, tu m'as trahi, j'ai plus confiance en toi. Et les obligations, supervision humaine et surveillance, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'expliquer pourquoi l'algorithme arrive à cette réponse-là, ce qui est loin d'être évident. Okay? Surtout quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on ne peut même pas expliquer la réponse. Mais on sait que la réponse est bonne. Mais il va falloir être capable quand même de superviser, de s'assurer que l'algorithme fait du sens. Transparence, dans le fond, de le dire, cette décision-là a été prise par un algorithme. On pense, par exemple, en ce moment, là, une des plaies, c'est ceux qui cherchent des emplois. Il y a énormément de décisions algorithmiques qui sont prises de façon arbitraire, qu'on ne peut pas expliquer comment. Toi, tu es exclu, mais that's it. C'est ça le système. Tu sais, l'excuse, ben c'est pas de ma faute, c'est le système. Ça ne marche pas, ça. Justice, équité, sécurité, évidemment. Responsabilité, validité et robustesse, donc des éléments qui vont se préciser avec le temps. La loi ne dit pas grand-chose en réalité. Elle revient au principe de base que j'ai montré tantôt. Et là, ben, on est dans une période de transition. Comme l'électricité, il y a une réingénierie, on parle de réingénierie des processus et de transformation numérique. Bien, comme il y a 100 ans, il y a eu des transformations qui ont été faites. Il y a 100 ans, il y avait des VP électricité. Bien, on se retrouve avec des VP, des rôles seniors dans les entreprises qui viennent toucher soit l'intelligence artificielle ou carrément les données comme telles. Fait que là, on est dans la période de transition où est-ce qu'on est beaucoup dans des solutions, des point solutions, que ce soit cybersécurité, avec tout le monde a parlé d'AI. Hein? On a notre solution intègre de l'AI. Fait que moi, en tant que client ou en tant que consommateur, j'ai pas besoin de savoir que tu intègres du AI. Moi, ce que je veux, c'est le résultat. C'est comme, j'ai pas besoin de savoir, si on recule un peu, j'ai pas besoin de savoir que ta solution utilise du big data. Je m'en sac. Ce que je veux, c'est que ta solution réponde à mes besoins puis qu'elle soit efficace et ainsi de suite. Fait que là, on est dans les solutions pointues. Mais là, on va tomber dans la transformation. Dans la transformation, c'est que là, on va être capable de concevoir des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé avant. T'sais, avant d'amener l'électricité dans les usines, ils ne pouvaient même pas imaginer l'impact que ça aurait. Comme aujourd'hui, bon, ce qu'on entend souvent, c'est ben, vos jobs vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que nos jobs vont évoluer avec l'intelligence artificielle puis que les attentes vont augmenter parce que l'intelligence artificielle est là. Les solutions de sécurité sont pas remplacés par l'intelligence artificielle. Ils sont augmentés par l'intelligence artificielle. Fait que ça va prendre encore de l'expertise. Ça va prendre encore des experts qui comprennent comment ça marche puis qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Qu'est-ce que dit la loi 25 au Québec au niveau de l'intelligence artificielle? Ben, ça dit pas grand-chose. Encore une fois, parce que si on se réfère au principe, que ce soit de l'intelligence artificielle ou n'importe quoi d'autre, on s'en fout. Les principes sont les mêmes. Oups. Les principes sont les mêmes. Transparence des décisions. Évaluation des risques. Dans le terme en anglais, puis en Europe, là, ils vont dire DPIA, Data Privacy Impact Assessment, ou Data Protection Impact Assessment, ou juste PIA. Au Québec, on a voulu le franciser, là. Évaluation d'impact
des facteurs relatifs à la vie privée et obtenir un consentement éclairé et spécifique. Donc, je reviens encore avec mon exemple de LinkedIn. C'est pas parce que tu avais eu le consentement, si on lit la politique de vie privée, les termes et conditions, tout ça, avant qu'ils fassent ce changement-là, il y avait déjà des règles qui disaient, bon, on peut faire telle chose avec vos publications, puis ainsi de suite. Mais là, c'est une nouvelle utilisation. C'est un nouveau but, il y a une nouvelle fin, une nouvelle finalité. Donc, il faut redemander le consentement. Fait que même si vous avez des données clients, par exemple, dans vos systèmes, puis que là, vous avez une idée brillante de « Hey, on va faire de l'intelligence artificielle, on va entraîner un modèle sur ces données-là, puis blablabla. » Selon la loi, il faut redemander la permission à vos clients avant de les inclure dans votre modèle. OK? Au niveau européen, ils ont fait quelque chose que je trouve brillant, c'est qu'ils ont, au niveau de C27, ce qu'on dit, c'est ce qui va avoir une incidence importante. Au niveau européen, ils l'ont gradué, cette incidence-là. Bon, s'il n'y a pas vraiment d'impact, on s'en fout. Si c'est limité, par exemple, on a peut-être juste besoin d'informer les utilisateurs, puis une indication que le contenu a été généré par l'intelligence artificielle, par exemple les chatbots. Puis en passant, qui aime ça, les expériences de chatbots? Tout le monde rit, puis tout le monde fait... Hein? Il n'y a personne qui aime ça, les astiques de chatbots. De chatbots drivés par l'intelligence artificielle, c'est de la M. Ça ne marche pas en ce moment. Surtout parce que souvent, c'est juste un arbre de décision qui n'est pas assez intelligent pour comprendre ce que tu veux vraiment. Puis faites le test, demandez, parlez à un humain. Ça ne marche pas. Parfois, oui, on est chanceux, il va y avoir un humain en arrière, mais dans la majorité des cas, ça ajoute à la frustration plutôt que de résoudre un problème. Fait qu'il y a de la job à faire. Il y a un de mes clients qui s'est dit « Hey, on va mettre un chatbot sur notre site web, ça va être extraordinaire. » Ils ont dépensé beaucoup trop d'argent, ça a pris beaucoup trop de temps, puis l'agence marketing qui a travaillé avec eux autres ont profité de l'occasion pour apprendre. Ça m'a pris 2 minutes, puis j'y faisais dire des conneries, puis je parlais, il disait dans le fond que les compétiteurs étaient mieux qu'eux autres. Okay. Ça m'a pris 2 minutes. Incidence élevée. Il faut gérer les risques, évidemment. S'assurer la qualité des données qui servent à l'entraînement. Puis là, je ne parle pas de ChatGPT et compagnie, je parle de modèles que vous pouvez développer aujourd'hui à l'interne avec vos données. Transparence sur l'utilisation, surveillance humaine, donc tout ce qui touche encore recrutement, santé, éducation. Et ce qui est inacceptable, c'est tout ce qui est manipulation. Pensons à TikTok, pensons à Temu puis Shein, okay, qui ont des super mauvaises réputations. Pourquoi? Parce que c'est très addictif et c'est volontaire que ce soit comme ça. C'est plein de patterns pour vous accrocher. Donc ça, c'est inacceptable. C'est les manipulations psychologiques. Exploitation des personnes vulnérables. Donc ça, c'est... notation sociale comme en Chine, l'Europe a dit non, ça n'arrivera pas chez nous. J'espère que ça n'arrivera pas ici non plus. Parlons des risques maintenant. Là, on tombe dans le dark side de la présentation. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, mais quand vous allez dans un magasin et qu'ils vous demandent « Est-ce que vous voulez recevoir votre reçu par email? » Est-ce qu'il y en a qui disent oui à ça? Non, la plupart? Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est vrai, tu sais, pour le spam et tout ça, quand tu as quelqu'un que tu détestes, là, ça prend quelqu'un qui va créer un système que tu donnes le email de quelqu'un que tu n'aimes pas, puis il va l'abonner à plein d'affaires qu'il veut pas recevoir. Mais en gros, ce que Home Depot faisait, dans le fond, c'est qu'il demandait, voulez-vous avoir votre reçu par email? Si on disait oui, ça va être plus pratique, comme ça je le perdrai pas. Puis tu sais, ça a tendance à s'effacer avec le temps. Fait que je viens d'acheter des choses pour rénover ma cuisine. Ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait ça à Facebook. Qui, maintenant, Facebook, avec le email, puis là, Facebook sont bons, là, ils vont vous dire, faites-vous-en pas, faites-nous confiance. Le email est haché. C'est beaucoup plus sécuritaire. Pas beaucoup plus sécuritaire, mais c'est, disons, plus sécuritaire que de l'envoyer en clair dans les communications. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est pas légal de faire ça si tu n'as pas obtenu le consentement du consommateur. Fait que oui, ça peut être sécuritaire, mais ça ne veut pas dire que légalement, c'est acceptable de le faire. Ça fait
Il envoyait ça. Fait que là, maintenant, Facebook, évidemment, il prenait le email d'un côté, il le match avec les milliards de personnes qui l'ont de leur côté. Et maintenant, ils savent que Stéphane Hamel vient d'acheter pour X centaines de milliers de dollars, probablement qu'il est en train de faire des rénovations. On va y shooter plein de pubs de rénovation. Okay? C'est comme ça que ça marche. Tim Hortons, quand vous installez une application, là, mon vieux iPhone 8 m'a lâché juste avant de venir. Fait que dimanche, j'ai couru. J'habite en Alberta, fait que je m'en vienne hier. Fait que dimanche, j'ai couru à Apple Store. Il y avait 200 personnes dans le magasin. En 10 minutes, j'avais mon nouveau téléphone. Super cool, iPhone 16. Mais là, j'ai tout réinstallé. Puis là, j'ai vu la quantité d'applications qui demandent « Est-ce que je peux te suivre à toutes les minutes, partout où tu vas? » Et si on l'active, c'est très, très, très précis comme géolocalisation. Il va savoir dans quelle pièce que tu es dans la maison. Là. Est-ce que je peux suivre les autres applications que tu utilises sur le iPhone? Puis évidemment, c'est associé directement à l'utilisateur. Mais là, Tim Hortons, eux, c'est super important, on le sait. Si on n'a pas notre dose de café le matin, il faut qu'on trouve un Tim Hortons. Il y en a à tous les coins de rue, mais tout d'un coup qu'on aurait besoin d'en trouver un, ben là, c'est pratique. Tu rouvres l'application, puis il va dire « Hey, le Tim Hortons le plus proche est 200 pieds plus loin. Okay? » Sauf qu'il te suivait partout où tu allais. Et le problème, c'est que 4 points de géolocalisation sur l'espace d'un an sont suffisants pour identifier une personne sur 1 million. Pensez à où vous habitez, où vous travaillez, où vous allez au gym, puis où vous allez à l'épicerie. Ces 4 points-là, sur un an, vous identifient précisément. Okay? Dans un rayon, pensez à la distance, là, le rayon que vous parcourez, il y a moins d'1 million de personnes dans ce rayon-là. Right? Donc, il identifie précisément chacun des individus. Okay? C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter la géolocalisation. Autre élément, expérience réelle. Oui, j'habite en Alberta, mais on prévoit notre retour au Québec. Ça fait que je magasine une maison, je m'en vais sur les sites web de courtiers immobiliers, Centris, du Proprio, des choses comme ça. Et je regarde les photos d'une maison qui m'intéresse. Et ce que je constate sur une des photos, c'est que je vois Josh. Et là, j'ai fait exprès pour cacher un peu, là. Mais je vois, dans une des chambres d'enfants, je vois Josh. Et je suis capable de lire la date de naissance, la longueur et le poids à la naissance. OK? Information personnelle assez sensible. Sur le site, j'ai l'adresse, évidemment. Fait que je m'en vais sur... Vous connaissez la matrice graphique? Connaissez-vous tout ça? C'est intéressant. Vous pouvez aller voir qui est propriétaire de n'importe quelle bâtisse au Québec. Fait que je vais sur la matrice graphique, j'ai juste l'adresse. Mais là, je trouve qui sont les propriétaires et depuis quand ils sont propriétaires de la maison. Et de là, je m'en vais sur Google Maps. Je regarde les Street View, puis je vois l'historique de la maison au fil du temps. Ou la vue par satellite, je vois qu'est-ce qu'il y a dans le cours. Je vois s'il y a des changements, parce que tu peux voir l'historique. À chaque fois que la petite auto passe, là, ben, tu peux retourner dans le temps. Fait que j'ai été capable de retourner. Ben, plus tu retournes dans le temps, plus les photos sont floues, parce que la qualité était moins bonne. Mais quand même, ben, j'ai constaté qu'ils ont refait la toiture. Puis ils ont refait le revêtement extérieur au fil des années. Puis je peux dire quelle année, parce que ça donne que l'auto, elle a passé quand il était en train de le faire. J'ai le nom de la personne, je sais où il habite, je sais c'est qui son conjoint, conjointe. Je m'en vais sur LinkedIn ou sur Facebook. Il y a des fortes chances que je sois capable de m'assurer que c'est la même personne si, en plus, sur le profil, j'ai la photo de la personne, puis que dans les photos du courtier, là, c'était pas le cas, mais dans les photos de courtier, des fois, on va voir qu'il y a un cadre qui est sur un bureau, puis leur photo de mariage ou des choses comme ça. Même si l'image est floue, tu es capable de voir s'il y a des lunettes, y a-t-il des cheveux, et c'est quoi sa corpulence. Puis là, tu arrives sur LinkedIn ou sur Facebook, puis tu es capable de dire « Ah, ben oui, c'est la même personne ». Et là, ben, tu as assez d'informations pour faire un petit peu de social engineering, puis dire hey, « Oui, tu sais, on s'est déjà rencontrés à telle affaire où je connais un tel ou des choses comme ça, un petit peu de social engineering, puis là, tu deviens ami. » Et même là, dans leur cas à eux, sur Facebook,
publics, même pas besoin d'être ami avec eux autres. Il y avait des photos de leur mariage, j'ai toute la liste de leurs amis, plein d'événements de vie comme ça. Si je voulais hacker, là, c'est le jackpot. Là. J'ai toute l'information que je veux pour pouvoir faire du hacking puis de les frauder. Super facile. Right? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que on laisse des petits, on est comme le petit pousset, là, on laisse des petites graines de vie privée un petit peu partout. Puis il y en a qui sont pires que d'autres. Mais ça, la matrice graphique, là, j'avoue, je la catch pas, celle-là. Il n'y a aucune contrainte. Il te demande même pas de te créer un compte. Il te demande même pas de payer une pièce. Il te demande rien. Tu peux aller voir n'importe qui est propriétaire, la valeur de l'immeuble, évidemment, donc les taxes et tout le kit. Donc, vol d'identité, sextorsion. D'ailleurs, les sextorsions, là, c'est rendu tellement sophistiqué que quand ils envoient des emails, ben, ils sont capables de dire précisément, ils vont t'identifier par ton nom, évidemment, mais ils vont aussi prendre des photos de Street View puis dire, regarde, si tu nous payes pas, là, on sait où tu habites. Puis même si c'est pas vrai, avec les deepfakes, tu peux facilement faire des photos compromettantes. Tu as plein de matériel qui vient d'ailleurs pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Super facile. Est-ce que vous avez été victime, je dirais, pas de vol d'identité, parce que je suis persuadé que 100% vous avez subi une fuite de données quelque part. Puis, ça serait juste des jardins, mettons, là, je dis ça de même. Je pense qu'il n'y a personne j'avais checké la liste, puis il n'y a personne de Desjardins aujourd'hui, à moins que je me trompe, là. Mais regarde, est-ce que vous avez été victime de fraude, vous autres, individuellement, ou votre famille, au cours des 2 dernières années? OK, on a à peu près un quart de la salle. Je lève ma main aussi. Si on regarde ce qui a été rapporté au Centre antifraude du Canada, c'est 63 000 plaintes qui ont été traitées, 41 000 personnes, ben donc 42 000 personnes, ça c'est l'année passée, 42 000 personnes qui ont été victimes, et ça représente ça, sauf que c'est une fraction parce que la plupart du monde ne vont pas le rapporter au Centre antifraude. Et là, ben, j'habitais au Québec, je déménageais en Alberta, et là, ben, un bon jour, je me lève un matin, je vais voir mon TransUnion comme je fais à tous les matins quand je me lève en buvant mon café. Tu sais. Fait que je vais voir TransUnion, puis là, ben, qu'est-ce que je vois pas apparaître? Ça a l'air que j'ai redéménagé encore à Trois-Rivières cette fois-là. Puis que ça a l'air que j'ai acheté un char parce que j'ai une dette de 25 000 $ qui vient d'apparaître. Et là, ben, c'est le fun qui commence. Parce que, je sais pas si vous avez eu à faire ça, mais TransUnion puis Equifax, excusez-le, mais c'est de la crise de marde. C'est incroyable. Ces business-là ne devraient pas exister. Puis je le sais qu'il n'y a personne d'entre vous, même s'il y avait quelqu'un dans la salle qui travaille là, je le dirais pareil. C'est la meilleure arnaque légale qui existe au Canada. Tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est absorber le data qu'ils reçoivent des banques, souvent avec plusieurs semaines de retard. Fait que leur service qui vont surveiller les changements de crédit, ça vaut rien parce que par le temps qu'ils vont vous alerter, la fraude, elle a déjà été commise il y a 1 mois, possiblement. Et là, ben moi, c'était une banque avec qui je ne fais pas affaire. J'ai jamais fait affaire avec eux autres. Fait que là, contacte la banque. Tu passes plus pour le criminel que pour la victime, en partant. Et finalement, au Québec, principalement causé par la fuite de données de Desjardins, comme aux États-Unis aussi d'ailleurs, parce que Equifax avait subi une fuite de données de je ne sais plus combien de millions de personnes, ben, il y a une option dans Equifax et dans TransUnion pour bloquer les demandes de crédit. Faites-le. C'est la meilleure protection que vous pouvez avoir. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que s'il y a une banque ou quiconque, là, mettons, service cellulaire, service Internet, peu importe, qui font une enquête de crédit, ça ne passera pas au crédit. Mais c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas que ça passe au crédit. Là, la justification pourquoi ils ne l'activent pas, en fait, le Québec a mis une loi depuis 2023 qui les oblige à vous offrir ce service-là gratuitement. Okay? Fait que profitez-en. Tombez pas dans toutes les dark patterns là, qui vont essayer de vous vendre l'abonnement et tout ça. Là, ça vaut pas la peine. Vous allez chercher pour trouver l'endroit où vous pouvez activer ça. Dans le reste du Canada, ben il n'y a pas de loi. Fait qu'ils disent, bah,
on va continuer notre modèle d'affaires, on va continuer parce qu'on fait de l'argent avec ça. Puis, ce que ça fait, c'est que la méthode la plus efficace pour protéger vos vols d'identité, votre crédit, tout ça, ce serait ça, mais c'est pas disponible ailleurs qu'au Québec. Fait que là, j'essaie de faire une campagne là, pour sensibiliser, pour dire non, mais pourquoi c'est pas au Québec? Et une des raisons qu'ils disent, techniquement, c'est difficile. Hey, tu l'as au Québec, tu l'as aux États-Unis. C'est pas vrai que c'est difficile. Là. Les gens vont oublier d'enlever le blocage de crédit. Ah, mais c'est parce que moi, là, j'aime bien mieux que mon service cellulaire passe pas parce qu'ils font une enquête de crédit qui passe pas, que de me retrouver avec une fraude de 25 000 $ sur mon compte. Puis tout le trouble que ça donne après. Fait que vous voyez, le privacy by design and by default, principe de base, si les Equifax et TransUnion de ce monde respectaient mieux la loi, à mon avis, je ne suis pas avocat, mais à mon avis, c'est respecter mieux la loi, ce genre de choses-là serait disponible à tout le monde par défaut. Donc, les risques. Là, j'ai parlé de choses plus personnelles. Si on parle de risques pour vous autres, il y a des facteurs humains. On va toucher 3 aspects. Facteur humain, d'abord. Bon, génération de contenu malveillant, c'est déjà là. Regardez votre fil Facebook ou votre fil de LinkedIn. C'est rendu qu'on les détecte, les choses qui sont générées par l'intelligence artificielle. Les bots qui vont envoyer de la désinformation. On a le phishing, mais surtout le spear phishing qui est beaucoup plus ciblé, comme l'exemple que je donnais là, de maison, puis tu fais, ça c'est vraiment ciblé. C'est facile de le faire pour des entreprises aussi, parce que là, on peut savoir qui sont les dirigeants des entreprises, c'est qui leurs collègues, c'est quoi leur historique d'emploi. Tout ça, ça peut servir pour faire du spear phishing aussi. Tout ce qui est deepfake, là, les deepfakes, c'est pas juste des photos c'est pas juste une vidéo de Barack Obama qui dit des choses drôles. Ça peut être aussi pointu qu'un appel que vous recevez, que c'est une connaissance proche, votre conjoint, votre enfant, qui vous appelle en panique puis qui dit « Ah, faut que tu m'envoies de l'argent, by the way, paye-moi en Bitcoin ou envoie-moi des cartes cadeaux. » tu sais. Yeah, right. Mais ça marche dans les entreprises aussi. Fait que simuler la voix du président de la compagnie, mettons, ou d'un client, ça peut se faire. Et là, on n'est pas dans la cybersécurité comme tous les partenaires ici ont parlé. On est vraiment dans le côté humain. Usurpation d'identité en temps réel, là, vraiment la voix et ainsi de suite. Au niveau techno, malware, ransomware qui sont plus sophistiqués parce que oui, d'un côté, on a l'intelligence artificielle qui nous aide dans les produits, mais les hackers aussi utilisent l'intelligence artificielle. Puis des fois, tu sais, tout le temps, la police puis le voleur, là, la chasse, souvent le voleur a plus d'avantages que les moyens que nous, on a pour se protéger. Denial of service qui sont plus sophistiqués qu'avant. Évasion des systèmes de détection aussi. Donc, si vous avez des outils de cybersécurité qui sont, disons, plus traditionnels, qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle, ça va être plus facile de les contourner, ces détections-là. Et, automatisation des scans et tout ça. Il existe plein d'outils que c'est facile à trouver, là, qui vont faire toutes sortes de scans. Oui, on peut s'en servir pour faire le bien, on peut s'en servir pour faire le mal aussi. 30%, en fait, le pourcentage de tentatives qui sont ciblées puis qui fonctionnent, là, c'est à peu près 30%. Si votre entreprise est vraiment ciblée, là, un peu comme ce que j'expliquais, mais en ciblant votre entreprise, là, il y a 30% de chances que ça marche. Crème, je pourrais faire ça à temps plein. Là. Puis le pourcentage va être assez élevé et ça a augmenté parce que l'intelligence artificielle me permet d'être plus efficace dans ce genre de choses-là. Là, je dis « me permet », mais je fais pas ça. Là. Je veux juste être clair. Là, il y a un risque au niveau de la business comme tel. Si vous développez, oui, on peut utiliser ChatGPT et compagnie, mais si vous développez vos propres modèles à l'interne, parce que oui, ça va vous donner un avantage compétitif, il faut penser que
Il y a peut-être un risque de partager de l'information qu'on ne veut pas. Un cas vraiment classique qui a émergé, c'est de déployer Copilot à l'interne puis de dire « Hey, on va tout mettre notre base de connaissances là-dessus. Ça va être super, on va pouvoir l'interroger. On va être beaucoup plus efficace. » Sauf que parmi tous les documents qu'il va aller scanner et tout ça, ben, il va trouver dans un coin obscur, quelque part, les salaires des employés. Fait que là, il y a quelqu'un qui a interrogé c'est quoi le salaire du président de la compagnie, puis il a obtenu l'information. C'est un exemple niaiseux, dans le fond, parce que au moment d'entraîner le modèle, ils l'ont roulé, probablement, en étant admin, puis il y avait accès à tout. Ça peut être juste une affaire niaiseuse comme ça. Les risques de discrimination sont là. Analysis paralysis, je le vois déjà parce que je donne des cours d'analytique, je le vois déjà dans certaines entreprises, surtout les plus grosses entreprises, où est-ce que on veut tout le temps avoir une analyse de plus avant de prendre la décision. Puis on penserait, je me souviens d'une étude qui disait, votre sentiment au niveau des embauches, avez-vous le sentiment que les embauches sont plus rapides ou moins rapides que là, 20 ans, mettons? D'après vous autres, c'est plus vite ou moins vite, le processus d'embauche? Qui dit que c'est moins vite? Effectivement. Pourquoi? Alors qu'on a plein de systèmes en place qui devraient être plus efficaces pour trouver le bon candidat, tout ça, le processus d'embauche est plus compliqué qu'avant. Et plus difficile qu'avant. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est du analysis paralysis. Avant, le gestionnaire disait « Ouais, je pense que ça va être une bonne personne, ça, je l'engage. » À cette heure, ça prend plein de justifications, plein d'enquêtes, plein d'analyses. Et c'est vrai pour, par exemple, le marketing. On a cette problématique-là aussi. Violation de confidentialité des données, c'est assez évident. Puis, une automatisation sans supervision. Donc, on laisse l'algorithme partir, puis on ne contrôle pas ce qui se passe finalement. Donc, on a la période d'entre-deux avec des solutions spécifiques qui vont nous aider sur certaines tâches, qui vont s'intégrer au travail qu'on fait déjà aujourd'hui. On est en mode réactif. Une étude que j'ai trouvée intéressante qui dit que, dans le fond, un nouvel employé va pouvoir acquérir de l'expérience beaucoup plus rapidement en utilisant l'intelligence artificielle. Puis je le dis justement à mes étudiants, allez-y, expérimentez, essayez-le. Pas pour vous remplacer, mais juste pour augmenter votre capacité. Mais là, on va arriver dans la transformation qui va demander, que ce soit du ERP, du CRM, que ce soit n'importe quoi du big data, il y a 80% des projets informatiques qui vont planter. C'est comme une espèce de stats, là, une espèce de loi de Pareto, là, qui est 20% des projets vont marcher, 80% vont planter. Pourquoi le point commun? Changement de culture qui n'est pas là. Fait que si vous ne changez pas la mentalité par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas. La première réaction, quand j'ai même été dans les journaux, puis à la TV, puis à la radio, parce que j'ai dit à mes étudiants en janvier 2023, qui pouvaient utiliser l'intelligence. Puis là, un prof de l'Université Laval accepte que ses étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Puis là, j'ai comme eu mon 30 secondes de gloire dans les médias. Puis j'étais là, ben oui, allez-y, tu sais. Ben, l'université, c'était quoi la réaction? Ben là, c'est de la tricherie. C'est l'effort mental qui est pas là. Ils vont tout tricher, toute la gang. Ben, je peux vous dire que c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que là, il y a une espèce de démarcation entre ceux qui n'osent pas, mais qui restent en arrière, et ceux qui expérimentent. Mais moi, mes attentes, ils ont monté. Hein. Je le sais qu'ils devraient utiliser l'intelligence artificielle. Fait que mes attentes en termes de qualité sont plus élevées qu'avant. Fait que c'est ça qu'il faut transformer. C'est se développer des nouvelles façons de faire. C'est d'avoir des mesures incitatives pour dire, oui, prenez-en du temps à la job pour expérimenter des affaires, posez-en des questions. Puis pas juste genre, génère-moi du texte pour ma campagne marketing, là. Moi, je m'en sers pour faire de la recherche carrément sur des marchés, générer des idées, des choses comme ça. Fait que, si on fait la comparaison entre, pensez à une tâche que vous avez à faire, là, 25% de l'effort va être mis sur la recherche, si on veut trouver de l'information, des choses comme ça. La moitié du temps va être mis sur créer un beau PowerPoint ou créer un beau document que vous allez donner à votre client. Puis le restant du temps, vous allez peaufiner sa version finale-là parce que le boss a décidé que la couleur n'était pas correcte dans le document ou qu'il voulait mettre ce mot-là au lieu d'un autre. Vous allez perdre du temps avec ça. Okay? Avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? On change la répartition des tâches.
Et là, je peux passer beaucoup plus de temps à donner de la qualité. Fait que là, j'ai le choix en tant qu'entreprise. Soit que pour un temps X, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus de tâches ou je fais le même nombre de tâches, mais je donne une qualité qui est supérieure? Moi, je pense que ceux qui vont gagner, ça va être ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour les aider à donner des meilleurs résultats, une plus grande qualité. Et c'est vrai pour la cybersécurité, c'est vrai pour tous les domaines, tous les aspects. Puis là, Gartner, il fallait bien que j'aille une mention de Gartner. Gartner dit que d'ici 2026, 80% des entreprises vont utiliser, déployer des API ou Generative AI dans l'entreprise. Ma prédiction, ça va être 100%. On s'en sort pas. Comme je disais, tous les outils de bureautique que vous utilisez déjà aujourd'hui, ils intègrent l'intelligence artificielle. On ne passera pas à côté. Au niveau des outils spécifiquement pour la cybersécurité, on est aux 3/4 des entreprises qui disent oui, on veut utiliser des outils qui l'intègrent. Mais encore là, c'est pas tant le fait que, ah oui, il l'intègre ou il l'intègre pas, c'est la qualité du résultat, comme je viens de présenter. On est semblable à l'Europe, mais on est plus bas qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 90% à peu près des entreprises qui disent, oui, on va privilégier des solutions qui intègrent ça parce qu'on est conscient que c'est de plus en plus complexe. Fait que, est-ce que, là, on en a parlé à matin, jusqu'à maintenant, là, on en a parlé, les outils de cybersécurité que vous allez utiliser, ça n'a pas le choix d'intégrer l'intelligence artificielle. C'est même pas une question de oui ou non, là. C'est inévitable que ça va l'intégrer. Fait que je ne vous demanderai même pas de lever la main. Tout le monde devrait lever la main. Est-ce que vous avez l'intention de? Tout le monde devrait lever la main. Fait que, prochaines étapes. Ce que je vous invite à faire, se préparer à la loi 27, le C27, qui va venir éventuellement, mais pas tout de suite. Vous avez du temps. Parce que, bon, là, avec les élections qui vont venir inévitablement, puis ainsi de suite, vous avez encore du temps, mais préparez-vous. La meilleure façon de vous préparer, c'est regarder la loi 25, regarder le RGPD, ou revenir à la base des Generally Accepted Privacy Principles et Privacy by Design and by Default. C'est ça la base. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ils appellent ça la CNIL en France. C'est l'équivalent du commissaire, pas le commissaire à la vie privée, mais la Commission d'accès à l'information du Québec, qui est responsable d'appliquer la loi. En France, c'est la CNIL. Ils ont un outil d'évaluation de maturité. Je ne sais pas pourquoi, mais faut passer par un VPN parce que si on le visite du Canada, il nous bloque. Mais passer par la France, puis il y a un bon outil d'évaluation de maturité qui est intéressant. Puis j'espère que vous avez déjà expérimenté. Posez des questions sur la sécurité informatique, sur les cyber-risques. Vous allez voir qu'ils vont vous donner des réponses qui font bien du sens. Puis peut-être que ça va vous aider à explorer des nouvelles possibilités pour aller plus loin. Fait que, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Je vais rester alentour un petit peu. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, vous pouvez scanner ce code-là ou avoir j'utilise pas PowerPoint, j'utilise un produit qui s'appelle Beautiful AI qui me permet de faire des présentations sans gosser dans PowerPoint. Donc, vous pouvez avoir la présentation en version live avec tous les liens actifs et ainsi de suite. Puis, si jamais je fais des corrections dedans, vous allez avoir les corrections aussi. Donc, c'est le scan en haut. Donc, merci tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Puis, c'est ça, comme je dis, je vais être alentour. Merci.